Start. C'est bon. C'est quand vous voulez. Ok, ben, moi je suis prête. Bah, let's go alors. Donc, nous allons vous présenter notre projet service PWPS UBAC. Ce projet a été mené par Camille, Alexandre, Melvin, Bruno et moi-même Clarisse. Nous allons dans un premier temps vous introduire le sujet, parler du contexte, vous présenter les traitements que nous avons créés, parler de la gestion de projet, ensuite du déploiement, vous faire une démonstration et les perspectives et la conclusion. Donc, les guides et encadrants de ski et de randonnée préparent leur sortie pour proposer un itinéraire sûr et agréable. Le service WPS Yeti couvre l'aspect sécuritaire de la sortie en proposant une carte des risques d'avalanche selon la pente. Donc, ce service existe déjà. Cependant, le plaisir de skier une neige de qualité n'est pas laissé de côté. La glisse parfaite sur une super neige s'effectue quand quelques centimètres en surface du manteau neigeux sont dégelés. Et connaître la manière dont les pentes ont chauffé est important afin de trouver le moment optimal pour descendre les pentes. L'objectif de notre projet est de fournir un outil pour trouver la meilleure fenêtre temporelle pour skier sur une neige sûre et de bonne qualité. Donc, nous allons maintenant vous présenter le contexte de notre projet. Donc, les objectifs du projet ont beaucoup évolué lors des premières réunions avec le commanditaire. Donc, voici ce qu'il en est globalement ressorti. Donc, l'essentiel de notre projet repose sur la création d'une carte d'accumulation de chaleur par beau temps en montagne, afin de connaître les espaces les plus soumis à un ensoleillement fort et donc à une fonte importante de la neige. En plus de cela, le commanditaire souhaitait obtenir au final un indice de qualité de la neige. Ensuite, après discussion, nous nous sommes mis d'accord qu'il était seulement nécessaire d'effectuer les calculs le matin, car la pratique du ski de randonnée n'a lieu que le matin. Et enfin, nous nous sommes mis d'accord sur deux modes de calcul. Donc, dans un premier temps, un cumul de la chaleur reçue à un instant donné, et dans un second temps, une carte de l'évolution entre deux horaires donnés. En termes de contraintes, nous devions nous adapter à un serveur déjà existant de l'application Yeti afin d'ajouter notre propre service par-dessus en utilisant les technologies existantes, donc PWPS et Flask. La seconde contrainte aura été que notre équipe a travaillé en hybride, c'est-à-dire que 3 membres du groupe ont fait le projet à distance et 2 membres étaient en présentiel. Ensuite, afin d'assurer une bonne compréhension de notre présentation, nous allons vous présenter les notions élémentaires qui concernent notre projet. Donc, dans un premier temps, nous aurons besoin de définir le rayonnement global. En effet, comme le montre ce schéma, le rayonnement solaire se divise en 3 types de rayonnement. En premier, le rayonnement direct du Soleil à la surface de la Terre. Ensuite, le rayonnement diffus, qui est le rayonnement qui se propage dans l'atmosphère. Et enfin, le rayonnement qui est réfléchi par le sol. Une autre notion assez importante, c'est le modèle numérique de terrain qu'on appelle plus communément MNT. Il s'agit d'une représentation de l'altimétrie d'une surface. Sur cette première image, on peut voir que, à gauche, on peut voir que chaque pixel en niveau de grille a pour valeur l'altitude. Sur cette image, les altitudes les plus élevées sont représentées en clair et les plus faibles en foncé. Donc, à partir de ce MNT, on peut construire deux autres représentations qui nous seront utiles par la suite. Donc, en haut, on retrouve la carte de pente qui consiste en l'inclinaison d'une surface en degrés. Donc ici, les teintes les plus claires représentent les pentes les plus fortes. En dessous, donc, on retrouve l'orientation. Donc, elle représente la cardinalité à laquelle fait face la pente et qui nous sera aussi très utile pour les calculs de l'ensoleillement. Donc maintenant, on va passer à la partie traitement. Donc pour commencer, le calcul de la puissance solaire reçue au sol au niveau de la neige. Pour calculer cela, nous avons fait appel à la méthode Airsun, présente dans la bibliothèque de Geographic Resource Analysis Support System, la bibliothèque GRASS. Cette bibliothèque est utilisée grâce à un appel de l'API QGIS en Python. Alors, pour ce qui est de la méthode Airsun, elle permet de calculer le rayonnement solaire en sommant les 3 différents types de rayonnement que vient de citer Camille. Ce calcul est effectué
à une certaine date et une certaine heure et permet d'obtenir un raster de la puissance instantanée reçue en watts par mètre carré. Et il prend en compte en plus l'ombrage lié au relief et qui, à certains endroits, diminue la valeur du rayonnement. De plus, en entrée, la méthode Ayrson nécessite un MNT, une carte d'orientation et une carte des pentes qui ont la même emprise que celle du MNT. Et donc, le flux calculé sur les dalles, par contre, il ne tient pas compte de la nébulosité. Cependant, il tient compte de l'albédo, qui est très fort sur la neige. D'un point de vue de l'algorithme, après être initialisé, il récupère les paramètres de la requête de l'utilisateur avec la date et l'heure. Et il crée ensuite les cartes d'orientation et des pentes qu'il fait en fonction du MNT. Et ces calculs sont faits avec la bibliothèque GDAL. Enfin, le traitement de Ayrson, quand il commence, il fait son calcul et il retourne une matrice contenant les valeurs du rayonnement global en watts par mètre carré. Donc, ce calcul de l'ensoleillement, il va s'intégrer aux deux différents modes qu'on a développés pour cette application. Donc, le premier mode, c'est le mode bilan. Le mode bilan, il retourne une carte des flux d'énergie solaire reçus depuis le début de l'exposition de la journée jusqu'à un instant T. Donc, l'algorithme, il commence par récupérer l'heure à laquelle on veut le bilan et l'emprise de la zone géographique sur laquelle on veut faire ce bilan. Donc, l'heure de début du calcul est réglée à l'heure de lever du soleil. Elle est arrondie à l'heure supérieure. L'heure de lever du soleil, on l'a grâce à la bibliothèque PyFM en Python. Donc, le pas de temps a été défini d'1 heure pour des questions pratiques, mais il peut être facilement modifiable dans les fichiers de configuration. Ensuite, l'algorithme il entre dans une boucle qui effectue le traitement de calcul de l'ensoleillement pour chaque pas de temps entre les bornes temporelles choisies. Donc, lors de la première itération, la matrice de résultat est vide, puis à chaque itération, et pour chaque instant de l'intervalle, les matrices calculées vont s'ajouter à la matrice résultat. Et donc, cette matrice de résultat, elle va être ensuite classifiée en 5 classes qui vont faciliter l'encodage et la lecture. Et cette classification va être exportée en PNG et sauvegardée pour être présentée à l'utilisateur dans l'interface. Donc maintenant, pour le deuxième mode qu'on a implémenté, voilà. Donc ça, c'est le résultat qu'on obtient. On obtient un mode bilan du lever du soleil à un instant T choisi par l'utilisateur, avec l'échelle à côté. Donc maintenant, pour le mode évolution, de la même manière que pour le mode bilan, les bornes temporelles sélectionnées par l'utilisateur vont être récupérées et un premier calcul d'image va être effectué en appelant le mode bilan uniquement dans le cas où l'horaire de départ est supérieur au lever du soleil. Et en effet, car si l'utilisateur choisit une heure plus tardive que le lever du soleil, il faut prendre en compte le rayonnement qui a déjà été reçu. Donc c'est pour ça qu'on fait un bilan du lever du soleil au démarrage. Et donc le résultat de ce bilan est mémorisé dans la matrice résultat. Et dans le cas où le calcul commence sur le lever du soleil, le premier calcul permet d'initialiser cette matrice de résultats. Ensuite, l'algorithme entre dans une boucle semblable à celle du mode bilan. Donc, pour chaque pas de temps, le calcul de l'ensoleillement est effectué et à chaque résultat des itérations sont classifiées et converties en images de la même façon que dans le mode bilan et elles sont ajoutées à une liste d'images. Et lorsque les itérations sont terminées, on crée un GIF à partir de cette liste d'images et c'est ce GIF qui est exporté dans l'interface utilisateur. Donc voilà, tout à gauche à 8 heures, on a le mode, le premier calcul qui correspond à du lever du soleil à 8 heures, qui est un mode bilan. Et puis à 9 heures, on fait la première itération. À 10 heures, on fait la seconde itération. Et on a une liste de 3 images qui nous permettent de visualiser l'évolution de l'ensoleillement sur le massif. L'optimisation et l'augmentation de l'efficacité du code ayant pour conséquence la diminution du temps et des ressources nécessaires à son exécution, notamment la mémoire ou l'énergie consommée. Les applications web, de plus en plus nombreuses, ont un critère discriminant qui est le temps. En effet, une application qui est agréable va répondre rapidement, et les utilisateurs sont souvent intransigeants sur la question. Lorsque les deux modes furent fonctionnels, de simples requêtes en mode évolution et bilan proposaient un temps de réponse respectivement de 35 et 15 secondes, ce qui dégradait fortement l'expérience utilisateur. Un objectif a donc été de rendre ce temps de réponse le plus petit possible. Mais comment s'y prendre?
Une première piste a été de s'intéresser à la résolution des MNT, qui, comme on l'a vu dans la diapositive précédente, était d'une résolution de 5 mètres. 5 mètres est relativement précis. En ski, avec la vitesse, c'est très précis. Pour être un peu plus raisonnable, une résolution correcte serait de 10 mètres. Nous avons donc choisi de créer un mode, entre guillemets, dégradé, qui serait un paramètre de la requête utilisateur et qui rééchantillonnerait, lorsque celui-ci serait passé à true, qui rééchantillonnerait la résolution de la dalle, en passant d'une résolution de 5 mètres à 10 mètres. Suivante, merci. Alors, comme le montre ce graphique, le résultat parle de lui-même. Alors, ce graphique présente donc les résultats de temps de réponse en secondes, en fonction du nombre de dalles intersectées, en comparant deux résolutions de MNT, pour une requête en mode évolution entre 7 heures et 12 heures. Comme nous l'avons dit, pour une dalle de 10 mètres, le temps de réponse est d'environ 35 secondes, et pour une dalle de résolution 10 mètres, donc j'ai inversé les deux, et le temps de réponse est de 10 secondes. Nous avons donc réduit le temps de traitement par un facteur 3, et donc après les discussions avec notre commanditaire, nous avons conservé les résultats qui étaient de plutôt bonne qualité. C'était donc une première victoire sur ce temps de réponse plutôt long. Une autre piste, et de loin la plus efficace, a été la création d'un cache. L'idée, c'est de faire les calculs avant les requêtes pour obtenir une réponse quasi instantanément. Donc, pour le principe, nous avons fait le choix d'un calcul quotidien du résultat, donc pour le lendemain, stocké sous forme d'image PNG, pour chaque instant et pour chaque dalle. L'automatisation ici allait être la clé pour une efficacité complète. Ainsi, nous avons utilisé un crontab, qui est un planificateur de tâches automatiques sous Linux, pour les systèmes Linux, qui a lancé un script semi-indépendant grâce à une ligne de commande. Je qualifie ici le script de semi-indépendant car il n'appartient pas à proprement parler au service, il n'est pas appelé par lui pendant son fonctionnement, mais il est déployé avec l'application grâce à Ansible, dont Bruno vous donnera plus de précisions ultérieurement. Ce script donc vient mettre à jour le cache chaque nuit en requêtant le serveur sur lequel il est hébergé. La réponse est traitée et mise dans le cache. Donc c'est une requête en mode évolution qui a été faite pour plus de facilité et qui permet en fait par un GIF codé en base64 de redécomposer ce GIF grâce au script, de le renommer et de l'enregistrer dans le cache. Ça n'a pas toujours le cas. Avant, on faisait la première version de la création du cache, créer le cache grâce à une requête en mode bilan qui proposait un nombre total de requêtes de 64. Pour 16 dalles, l'intervalle est comprenant 4 heures, donc 16 x 4, 64, contre un total de 16 requêtes pour le mode évolution. Nous avons donc optimisé le nombre de requêtes et en ayant aussi comme prédiction que le temps de requête est plus long en mode de production. Le requêtage se fait simplement. La requête utilisateur arrive sur le serveur interroge son cache. En mode évolution ou en mode bilan, le temps de traitement descend en dessous de la seconde. Nous étions très satisfaits du résultat et une hypothèse forte que l'on pourrait remettre en cause est la création quotidienne du cache qui, selon nous, pourrait être espacée. C'est avec Camille que vous en parlerez dans les perspectives. Nous allons maintenant vous parler un peu de gestion de projet, comment nous avons obtenu ces résultats. Tout d'abord, quelques outils que nous avons utilisés. Teams, qui a été un facteur très important dans cette gestion de projet, car comme nous l'avait dit Victor avant cette soutenance, nous sommes une équipe hybride avec une majorité de membres en distanciel. Mais GitLab a fortement été aussi utilisé pour la communication, en particulier autour du code, vu que c'est une plateforme de versionning du code. Et enfin, pour tout ce qui est rapport, nous avons utilisé Overleaf et Draw.io pour tout ce qui est graphique. S'il te plaît. Donc, notre équipe Scrum, vu que nous avons appliqué cette méthode agile vue pendant l'année,
3 membres en distanciel et 2 membres en présentiel. Pardon. Le Scrum Master était à distance, en la personne d'Alexandre, et le Product Owner, en la personne de Melvin, travaillait sur site. Lors de cette gestion de projet, nous avons fait des sprints d'1 semaine, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, où chaque fin de sprint était marqué par une review avec le commanditaire et où on présentait les résultats de la semaine avec une petite démonstration des résultats d'ensoleillement à chaque fois. Les sprints ont été assez rapides pour permettre une facilité, améliorer rapidement le résultat, car on avait beaucoup d'hypothèses à faire lors de ce projet. Maintenant, je vais vous parler d'une phase qui a pris pas mal de temps à la fin du projet, qui est le déploiement, le test du déploiement. En effet, le déploiement par Yeti avec Yeti était déjà quasiment automatisé grâce à Ansible, qui est un gestionnaire de configuration et un outil de provisionnement, qui est l'automatisation des tâches d'installation sur un serveur distant ou une machine distante via SSH, donc, qui est un protocole de communication. Et de ce fait, nous pouvions installer tout l'environnement nécessaire au fonctionnement de l'application et à une automatisation de déploiement grâce à Ansible. Dans les outils utiles au déploiement et à la mise en production, nous pouvions citer NGX, qui est un serveur web qui sera le point d'entrée des requêtes de l'utilisateur sur le serveur, et Green Unicorn, prononcé Unicorn, qui est un serveur HTTP WGI pour Web Server Gateway Interface, qui permet de faire le lien entre le point d'entrée du serveur, NGX, et notre application Python, Flask. Le déploiement se fait depuis la machine du développeur, en créant une archive de l'application ou une archive de la documentation qui est envoyée via SCP sur le serveur dans un dossier spécifique qui, lui, est surveillé, monitoré par un système D, et dont l'installation des dépendants va se faire dès qu'il reçoit quelque chose dans ce dossier, un élément. Et avec l'environnement gestionnaire d'environnement virtuel pipenv, toutes les modules Python nécessaires à l'application sont installés avec la nouvelle version du code. Donc maintenant, je vais vous faire une démonstration de notre projet. Est-ce que vous voyez la vidéo? C'est bon, ça vient d'arriver chez C'est moi. bon? Super. Donc, je vais vous présenter la création du cache. Pour cela, il faut lancer dans un terminal la commande make run qui va lancer le serveur, et dans un autre terminal la commande make create cache qui va permettre de créer le cache. Nous pouvons voir dans le terminal dans lequel le serveur est lancé les différents calculs qui sont effectués. Ces calculs sont effectués pour la date du lendemain. Donc, si nous lançons la commande make create cache aujourd'hui, le cache sera créé demain. Le cache est calculé sur les 16 dalles MNT que nous avons dans le dossier cache. Et nous pouvons voir les étapes de calcul sur le terminal de droite et ainsi notre avancement. Donc, nous avons coupé la vidéo pour qu'elle ne dure pas trop longtemps. Et le cache a été créé en 252 secondes, soit environ 4 minutes. Je vais vous présenter ensuite l'interface de visualisation client. Donc, vous pouvez voir que le serveur tourne sur le port 3000 de localhost. Et voici notre interface client. Donc, si vous cliquez sur le bouton paramètres, on peut modifier l'URL de base de notre serveur et sauver ces modifications. Donc là, nous allons voir un calcul en mode bilan. Voici l'interface configurée afin de faire un calcul en mode bilan. Donc, il faut rentrer les coordonnées de la B-Box, sud-ouest et nord-est, donc la zone sur laquelle nous voulons faire le calcul, la date à laquelle nous voulons avoir les informations, ainsi que l'heure à laquelle nous voulons ces informations. Donc, le choix du mode se fait via un menu déroulant, et vous pouvez choisir bilan ou évolution, et on peut également choisir si le MNT est dégradé ou non. Ici, le MNT est dégradé. Donc, nous cliquons sur calculer. Le calcul s'effectue grâce au serveur, les calculs que vous pouvez voir sur ce terminal, et la réponse est envoyée au client et elle va s'afficher sur le fond de carte Open Topomap afin d'avoir les courbes de niveau pour mieux comprendre notre carte d'ensoleillement.
Donc, nous pouvons zoomer pour regarder les pentes sur lesquelles nous souhaitons skier. Nous pouvons également gérer l'opacité pour voir entièrement l'image ou voir la carte. Et nous pouvons afficher la légende afin de comprendre à quoi correspondent les couleurs. Donc, voici le même calcul, mais avec un MNT qui n'est pas dégradé. Donc, pour cela, il faut décocher le bouton radio MNT dégradé. Nous lançons le calcul est fait et la réponse est envoyée au client. Et donc, nous pouvons voir que nous avons une réponse qui est quasi similaire, peut-être un peu plus précise, comme le MNT n'était pas dégradé. Nous pouvons toujours gérer l'opacité et naviguer dans la carte. Vous pouvez voir ici les deux résultats du bilan dégradé et du bilan non dégradé. Et nous pouvons voir pour les temps de calcul que le bilan dégradé est plus rapide sans cache que le bilan non dégradé. Pour les calculs avec cache, le temps est similaire puisque les calculs étaient déjà faits préalablement. Maintenant, nous allons voir le calcul en mode évolution. Donc, voici l'interface remplie pour faire un calcul en mode évolution. Le formulaire a été rempli, mais il est grisé puisque nous souhaitons faire le calcul avec une URL. Donc, l'utilisateur a rentré l'URL avec les informations voulues dans le champ dédié. Donc ici, le calcul sera fait entre 4 heures du matin et 11 heures pour vous montrer que le calcul commence bien après le lever du soleil, à l'heure pleine après le lever du soleil. Donc par exemple, imaginons que le soleil se lève à 6h30, le calcul va donc commencer à 7 heures. Les calculs sont faits, la réponse est envoyée au client et vous pouvez voir que le calcul est fait de 7 heures à 11 heures. La réponse est un GIF animé qui peut être redémarré du début, faire pause entre guillemets et avancer sur les différentes frames du GIF pour pouvoir analyser à différentes heures et nous pouvons aussi redémarrer ce GIF. L'opacité peut être réglée, que ce soit sur une pause ou sur le GIF qui fonctionne. Et donc ici, vous pouvez voir l'interface pour un mode MNT non dégradé. Donc il faut ajouter à l'URL l'attribut mode dégradé égale false. Cet attribut vaut true par défaut, c'est pourquoi tout à l'heure il n'était pas indiqué dans l'URL. Les calculs sont faits et vous pouvez voir un résultat qui est quasi similaire et le GIF peut toujours redémarrer du début, avancer et nous pouvons redémarrer ce GIF. Et donc ici, vous pouvez voir la comparaison des modes évolution dégradés ou non dégradés et comme pour le mode bilan, le calcul sans cache est beaucoup plus rapide que le calcul sans cache en mode dégradé est plus rapide que le calcul sans cache en mode dégradé et il est identique pour les deux modes avec cache. Donc maintenant, je vais repartir sur la présentation. Voilà. Donc maintenant, nous allons vous présenter les perspectives et la conclusion de notre présentation. Donc, 3 axes de perspective ont été soulevés à la fin du projet. Donc, le premier consiste en la prise en compte de l'ombrage des dalles voisines qui, pour l'instant, n'a pas été développé. Donc, comme le montre ce schéma, l'influence de l'ombrage peut être importante sur la dalle requêtée. Deuxièmement, nous avons aussi envisagé l'utilité de réduire la fréquence de mise à jour du cache, comme l'a évoqué Melvin plus tôt. En utilisant les mêmes dalles précalculées sur plusieurs jours, mais cela en partant du principe que la variation de l'ensoleillement entre chaque jour est négligeable. Nous avons mené des études préalables sur cette question, mais nous n'avons pas défini de seuil de tolérance, car nous pensons qu'il faudrait un point de vue métier pour déterminer quel serait ce seuil de tolérance, justement. Et enfin, la dernière amélioration du service qu'on pourrait faire, ce serait de prendre en compte la nébulosité via des données météorologiques. En conclusion, nous avons développé 2 modes de calcul pour l'ensoleillement, le bilan et l'évolution. Ce service WPS, que nous n'avons pas donné l'acronyme Web Processing Service, a été intégré à l'application existante Yeti complètement. Nous avons aussi fait une petite interface web de test permettant de mieux visualiser les résultats de notre service, car les résultats de base sont au format XML, qui n'est pas pour une image qui n'est pas très visible. Nous avons eu une grande autonomie dans l'organisation et de l'équipe et le développement lors de ce projet, car nous en avions besoin en tant qu'équipe hybride. Et tout ça a très bien fonctionné grâce à une très bonne entente dans l'équipe.
Nous terminons à remercier notre commanditaire, Jacques, pour son accompagnement tout au long du projet, qui a été très important, et entre autres ses points de vue métier et techniques sur la question. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Vous êtes parfaitement dans les temps, avec 24 minutes 50.